Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quelles sont les soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. C'est compliqué de faire confiance à ses collaborateurs si on n'a pas confiance en soi. Donc il y a quand même un minimum de confiance en soi à avoir pour pouvoir délivrer sa confiance assez aisément à ses collaborateurs. Ce n'était pas le jour idéal pour lui. Une campagne de communication importante débutait le matin de notre rendez-vous. Et pourtant, Étienne Porto, directeur de la diffusion et du marketing client du groupe Les Échos, m'a accordé de son temps précieux pour partager son parcours professionnel riche en évolution. Il parle avec beaucoup de recul des équipes avec lesquelles il a travaillé. Il donne son avis sur les collaborations, sur la confiance, sur le droit à l'erreur, sur la génération d'idées et la créativité. Vous l'entendrez parler de courage managérial, de son intention de donner du sens à ses missions et à celles de ses équipes. Vous comprendrez que pour Étienne, l'écoute, l'empathie, la gestion de son temps sont importants dans sa vie professionnelle, mais également dans d'autres circonstances. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Étienne. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir au siège des Échos et du Parisien, à l'ouverture des journées particulières, donc un grand moment pour toi. Peut-être l'aboutissement d'un gros projet, entre autres. Entre autres. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous raconter ce que tu fais ici? Quel est ton poste? En quoi ça consiste? Donc je suis le directeur de la diffusion et du marketing client. Donc la diffusion en fait est le commercial. Je suis responsable de la vente du journal, que ce soit en print ou en digital, et que ce soit à l'unité ou en abonnement. Donc je travaille, quand je dis le journal, c'est l'ensemble des titres du groupe. Donc Les Échos, Le Parisien, Investir, Capital Finance et Connaissance des Arts. Et tu dis commercial et marketing. Ouais. Donc tu as aussi en charge tous les leviers marketing. Exactement, le marketing client. Donc comment on fait pour vraiment... Il y a une mutation du modèle qui se bascule vers l'abonnement. Donc c'est pour vraiment développer l'abonnement. On utilise tous les leviers marketing, aussi bien digitaux que print, offline. Tu as une grosse équipe ? Alors j'ai une grosse équipe parce qu'en fait j'ai une équipe assez large dans les compétences, puisque ça va du vendeur à la criée. En fait j'ai une équipe qui encadre les vendeurs à la criée qu'on trouve à la gare, par exemple Saint-Lazare, qui vont vendre le journal en haut des escaliers, jusqu'à effectivement des directeurs qui encadrent les grands comptes, le marketing client, la vente au numéro et autres. Donc c'est une équipe qui est constituée de 120 personnes au total. Et qui est organisée par petits pôles de compétences ou... Exactement. Il y a des pôles de compétences et aussi par titre. C'est-à-dire que moi, j'ai souhaité vraiment que les titres gardent leur ADN et qu'on puisse capitaliser sur l'ADN de chacun des titres. Mais derrière, qu'on ait en transverse des rôles qui soient vraiment des rôles d'expertise qui vont travailler pour l'ensemble des titres. Donc, par exemple, la direction commerciale du Parisien, c'est une entité à part. Au sein de la direction marketing client, il y a bien des marketing managers par titre, mais qui vont s'appuyer sur des pôles de compétences, acquisition, fidélisation, par exemple. Et comment est-ce que tu travailles la transversalité ? La transversalité, je la travaille au sein de mon équipe, mais aussi dans le rayonnement de mon équipe. C'est-à-dire que au sein de l'équipe, j'ai un rythme déjà de réunion, de points en équipe pour partager et donner du sens à ce qu'on fait. Et puis après, au-delà de l'équipe, dans le rayonnement, c'est toute la transversalité. On a un rôle très transverse déjà, parce que tous les titres font appel à nous pour être vendus. Donc de toute manière, on est à la croisée des chemins. Et est-ce que les contenus des journaux, en fonction de l'actualité ou des reportages qui sont faits, comptent dans ton métier ou finalement c'est assez décorrélé du contenu ? Non, ça compte énormément, notamment pour la vente au numéro, parce que dans la vente au numéro, quand on a un numéro exceptionnel comme aujourd'hui, on fête les 110 ans des Échos, on le pousse avec des leviers promotionnels en point de vente.
Et dans ce cas-là, évidemment, on vend plus de quantité. Donc, on s'appuie évidemment sur le contenu pour ça, pour mettre en avant les messages qui sont à l'intérieur des journaux. Et de la même manière, d'ailleurs, quand une équipe du Parisien vend des abonnements en particulier, donc on a une équipe qui fait du porte-à-porte pour vendre de l'abonnement, et ben ils vont s'appuyer sur le quotidien et sur le contenu du journal en disant voyez ce qui s'est passé dans votre ville, c'est important de savoir ce qui se passe près de chez vous, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu recrutes ces différentes personnes qui ont des métiers, c'est rare, non, les métiers de porte-à-porte ou à la criée? Ouais, c'est très très rare. Il y a peu d'industries, d'économie aujourd'hui qui ont ce type. Il y a Swiss Life par exemple qui est connu. Il y a des installateurs de chaudières. Il y a quelques, et puis il y a les grandes écoles de commerce du type Ricoh et autres, les commerciaux qui sont passés chez Ricoh, Xerox. Ça fait vraiment une école de commerciaux. On les recrute, alors c'est difficile à les recruter, on les recrute beaucoup par bouche à oreille parmi les commerciaux en fait qui sont déjà en place, donc pas par cooptation mais en fait vraiment limite du parrainage, et puis on publie dans le journal régulièrement des annonces et on utilise après les leviers digitaux du type Indeed, des sites vraiment pour ce type de poste. Toi tu es à ce poste-là depuis moins de 2 ans? Ouais, 1 an et demi maintenant. Tu as changé de secteur, on en parlera après, le secteur d'avant. Qu'est-ce que tu as appris par ce secteur? Qu'est-ce que tu as dû changer en arrivant dans le secteur de la presse et des médias? Alors, en fait, alors je suis quand même un petit peu obligé de parler de ce que je faisais avant pour te dire ça. C'est que avant, je travaillais donc à la Française des Jeux, donc j'étais dans une entreprise qui gagnait bien sa vie, beaucoup d'argent, et avec des organisations assez longues en fait, et quand même où il faut gérer à la fois le jeu responsable et autres, donc les organisations et les process sont assez longs. Et là en fait je suis arrivé dans une entreprise où il n'y a pas de point de comparaison possible, donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y a un réel challenge aujourd'hui autour de la presse. Moi j'aime le produit, la presse, les journaux c'est pour moi un produit noble, et l'information de qualité ça me semblait hyper important. Dans ce changement de responsabilité, changement de poste, qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai des nouveaux challenges. Il faut que j'ai pas du tout les mêmes moyens que ceux que j'avais à la Française des Jeux, donc il faut être très créatif dans ce qu'on propose pour développer notre activité. Et puis encore une fois, il faut se recentrer sur le produit au maximum. Donc c'est 2 paradigmes totalement différents, et c'est ça en fait la richesse du boulot, c'est travailler avec des gens vraiment smart et vraiment intéressants, relever des challenges, et vraiment il y a vraiment une notion d'équipe, on joue l'équipe pour vraiment il y a une prise de conscience vraiment que le marché de la presse, c'est un marché qui est difficile aujourd'hui, et que dans ce marché-là, pour évoluer, pour s'en sortir, il faut être de qualité, et donc voilà, tout le monde est quand même aligné derrière cet objectif. 2 sujets que j'aimerais qu'on creuse, la partie être créatif dans tes actions et la partie jouer l'équipe. Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien? Alors, être créatif au quotidien, en fait, souvent quand tu as beaucoup de moyens, tu as tendance à t'appuyer sur tes moyens et pas forcément aller chercher le waouh effect avec peu de moyens. Et ce qui est intéressant dans le être créatif, c'est que on a aujourd'hui un nombre d'actifs assez important en travaillant dans la presse, c'est-à-dire que parmi les actifs, il y a évidemment la rédaction, il y a la qualité du journal, et donc quand je dis être créatif, ça veut dire que avec peu de moyens, on arrive à avoir des effets de levier énormes. Et je te donne un exemple, c'est qu'on a lancé par exemple l'année dernière un nouveau produit qui s'appelle l'abonnement Les Échos First. Et on est allé chercher du service. Quand je dis aller chercher du service, c'est que on a mis en place des webinars avec la rédaction. Donc ça coûte pas très cher en fait. C'est juste qu'il faut être créatif pour aller proposer des nouveaux sujets et puis interagir avec la rédaction. Donc ça apporte du service et vraiment du contenu de qualité à nos lecteurs, à nos abonnés. On a dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, donner le journal en version digitale 1 heure plus tôt à nos abonnés que précédemment, et donc on est créatif pour essayer de trouver des solutions pour que le journal sorte 1 heure plus tôt. Donc c'est vraiment, en fait, la créativité. Moi, je trouve que dans la contrainte, on peut être créatif. En fait, souvent on se dit quand il y a trop de contraintes, on n'est pas créatif. Et à contrario, moi, je trouve que la contrainte, elle donne un cadre. Mais dans ce cadre-là, dans ce terrain de jeu-là, après, une fois que les règles sont fixées, on peut se lâcher complètement. Donc pour être créatif, c'est vraiment à plusieurs, c'est rarement tout seul qu'on a les meilleures idées, donc on se réunit et on travaille conjointement sur une thématique qu'on souhaite améliorer. Voilà. Et donc les idées peuvent venir de tout le monde, de partout. De partout.
de partout. Et après, voilà, on va impliquer des personnes d'horizons très différents aussi, pas forcément des personnes qui sont en prise directe avec notre activité, je veux dire diffusion marketing, pardon. On va intégrer des journalistes à la réflexion, on va intégrer des personnes du digital. Donc oui, ça peut vraiment provenir de partout. Et jouer l'équipe, ça se manifeste comment? Dans ton organisation managériale ou même dans l'esprit d'entreprise, la culture d'entreprise? Je pense que c'est jouer l'équipe, c'est vraiment pour moi le manager qui doit vraiment donner cet input, et c'est la somme des managers qui va faire que l'entreprise va jouer l'équipe. C'est-à-dire que l'entreprise peut pas décréter un jour tiens on va jouer l'équipe. Si derrière il n'y a pas les relais managériaux, ça fonctionne pas. Donc oui, pour moi ça joue à tous les niveaux de management. Et quand je dis à tous les niveaux, donc moi j'ai des niveaux de managers sous moi, et donc ces managers là c'est aussi les impliquer dans l'orientation qu'on veut donner à notre activité et à l'entreprise, et du coup ça passe par effectivement des points réguliers, enfin des choses assez structurelles dans mon fonctionnement, c'est-à-dire que je vois mes managers très régulièrement, et je leur donne beaucoup d'informations. Je suis assez transparent sur la situation de l'entreprise, sur la manière dont on fonctionne. Ça, c'est plutôt mon style de fonctionnement. Je suis assez participatif et assez transparent dans ce qu'on met en avant. Et surtout, il y a une vraie notion de parler vrai. C'est-à-dire que je pense que pour leur faire confiance, pour qu'ils me fassent confiance, je vais pas dissimuler des situations qui sont plus ou moins complexes. Et donc, dans cette difficulté qu'on peut rencontrer sur différents sujets, dans le parler vrai, dans cette transparence, du coup, je trouve que ça favorise le jouer l'équipe. Je pense qu'il y a une réelle relation de confiance entre mes managers et moi, et du coup, ça irradie sur toute l'équipe. Cette notion de confiance, c'est quelque chose que tu as toujours, dans laquelle tu as toujours souhaité travailler? Alors déjà, à titre personnel, moi, je fonctionne beaucoup mieux quand mon manager me fait confiance et me laisse de l'autonomie. Et puis après, c'est vrai que ça fait quelques années que je manage. Maintenant, je pense que le style managérial que j'avais il y a 10 ans n'est sans doute pas le même que celui que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai évolué là-dedans. J'ai évolué aussi dans le cadre des personnes que je manage. J'ai des personnes plus seniors aujourd'hui à manager. Donc elles aussi, évidemment, elles ont évolué. Donc oui, la confiance, ça me semble indispensable. Et oui, c'est ça, dans l'autonomie. Ce que je disais, c'est que je pense que c'est compliqué de faire confiance à ses collaborateurs si on n'a pas confiance en soi. Donc il y a quand même un minimum de confiance en soi à avoir pour pouvoir délivrer sa confiance assez aisément à ses collaborateurs. Donc avec cet âge, cette expérience, j'ai un peu plus confiance en moi aujourd'hui dans mon fonctionnement. J'apprends à peut-être être moins touché par certaines situations qui peuvent être plus difficiles, à garder la distance nécessaire pour garder en tête le rôle de manager. Mais voilà, donc je pense que oui, la confiance c'est indispensable. C'est en confiance qu'on donne le meilleur de soi et qu'on voit la vraie valeur des gens. Donc tu disais c'est l'âge, la maturité, l'expérience qui t'a apporté cette confiance. Est-ce que tu as eu aussi l'impression que tu as eu des situations dans lesquelles tu as gagné en confiance, tu as appris? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est je pense que dans les difficultés qu'on a, des difficultés managériales qu'on peut avoir dans sa vie de manager, quand on arrive à sortir d'une situation difficile par le haut, là, on gagne en confiance, parce que voilà, c'est incrémental. On se dit voilà, cette situation qui me semblait, je vais pas dire insurmontable, on n'en est pas là, mais difficile, le fait de l'avoir menée à bout et plutôt bien en général, ça permet de gagner en confiance. Donc par exemple, quand j'étais à la Française des Jeux, j'ai récupéré à un moment une équipe qui était l'équipe du service client. Et il y avait 2 entités service client. Il y en avait une qui était dans un petit village qui s'appelle Moussil-Vieux, qui est le siège historique de la Française des Jeux, qui est à côté de Roissy. Et puis, il y avait une équipe à Boulogne, proche de la direction marketing et de la direction commerciale. Et donc, toutes les 2 étaient censées travailler ensemble, mais on se rendait assez vite compte que c'était difficile dans le fonctionnement et que ce qu'il fallait, c'était être à Boulogne parce que le cœur du réacteur était plutôt à Boulogne. Et donc, c'est assez difficile d'aller expliquer à des personnes qui font le même métier depuis 25 ans au pied de chez eux, parce qu'en fait, quand tu bosses à Moussy, en général, tu habites à Moussy. C'était assez difficile, ou dans le coin, c'était assez difficile d'aller leur expliquer que, en fait, j'allais chambouler leur quotidien, et que j'allais chambouler leur quotidien pour leur bien
tous ceux qui voulaient suivre, mais aussi pour le bien de l'entreprise. À un moment, il faut pas perdre de vue, c'est la limite qu'on peut avoir quand on est dans la bienveillance et dans l'empathie. On peut se dire, bah oui, je comprends, toi, tu veux pas faire 20 km par jour pour venir bosser, et je le comprends aisément. Donc, l'idée, c'est de proposer des solutions pour ces personnes-là, mais c'est pas non plus se mettre à la place de toutes les personnes, parce que sinon, plus rien ne se fait. Il faut pas perdre de vue quand même les intérêts. On bosse pour des entreprises, hein, et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est notre entreprise. Chacun doit s'engager pour l'entreprise, et du coup, c'est un peu la difficulté qu'on peut avoir parfois, d'être tiraillé entre, on a quelqu'un en face de soi qui dit, mais attends, t'imagines, tu chamboules complètement ma vie, et dire, bah oui, mais pour vraiment le bien-être de l'entreprise et des collaborateurs qui vont faire le choix de rentrer dans cette nouvelle aventure, ça va être bien. Donc là, j'ai eu une vraie difficulté parce que j'ai eu cette équipe de Moussi, la moitié des collaborateurs qui se sont dit, bah oui, tu me proposes une nouvelle aventure professionnelle, et moi, ça m'intéresse de rebondir sur un truc où je vais pouvoir continuer à me développer, voir de nouveaux horizons, être plus au cœur du réacteur. Et puis il y a d'autres qui disent, mais moi, juste mes contraintes personnelles font que je ne peux pas suivre et monter à bord de la nouvelle aventure. Et donc toutes ces personnes-là, il a fallu, dans le respect évidemment de chacun, leur proposer des postes à Moussi. Donc on a travaillé là pour le coup avec les ressources humaines pour trouver des postes pour chacune de ces personnes. Et voilà, là, tu as une réelle difficulté parce que tu vas toucher à l'affect, tu vas toucher aux personnes qui vont avoir des changements de vie, ça va atteindre leur vie perso. Et il faut pas se laisser déborder par ça. Et après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand j'ai fait le bilan 6 mois après, toutes les personnes, aussi bien celles qui ont suivi que celles pour lesquelles on avait trouvé de reclassement en fait à Moussi, tout le monde était content vraiment de sa situation. Tout le monde en tirait un bilan hyper positif. Et donc, évidemment, ça fait grandir parce qu'on a été confronté à des situations un peu plus difficile et en fait quand on regarde on s'en tire bien et donc c'est positif. Donc je trouve que cette maturité managériale on l'acquiert aussi beaucoup par les épreuves avec des gros guillemets dans lesquelles auxquelles on peut être confronté. Et qu'est-ce que tu penses que toi tu avais réussi dans cette aventure-là, dans ce moment difficile à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui a fait que c'était un succès grâce à toi? Je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont vraiment servi dans cette période-là, c'est que d'une part, ces collaborateurs, je les connaissais avant. C'est-à-dire que je suis pas arrivé comme étant le transformateur qui venait de nulle part, et donc je les connaissais avant. Donc déjà dans le fonctionnement que j'avais avec eux, moi dans mon fonctionnement managérial, je suis d'une nature empathique, donc je m'intéresse aux personnes et donc ils me connaissaient. Je suis très vigilant à l'ambiance de travail dans laquelle mes équipes, que ce soit aujourd'hui comme par le passé, évoluent. Ce que j'ai l'habitude de dire, même si c'est pas évident au quotidien, mais que la seule souffrance qu'on puisse avoir au travail, c'est une charge de travail importante. Et donc ça m'a servi déjà de les connaître avant. Là où ça m'a servi, les choses qui m'ont servi, que j'ai vraiment mis en avant, c'est que j'ai donné du sens à ce que je voulais faire. Ça me semble indispensable d'expliquer. C'est des grandes personnes qu'on a en face de nous. À un moment, il y a le perso qui va être touché, mais il faut leur dire aussi qu'ils évoluent dans un cadre, et le cadre c'est l'entreprise, et que à un moment, il peut y avoir des choix qui peuvent être difficiles à faire, mais en revanche, il faut donner du sens à chacun des choix qu'on fait dans l'entreprise. Et après, il y a un truc assez basique qui me semble important, mais qui est franchement a une valeur qui, pour moi, j'ai la chance d'avoir des managers aujourd'hui qui l'ont vraiment, mais c'est avoir du courage. C'est-à-dire que faire preuve de courage dans l'entreprise, je trouve qu'en faisant preuve de courage et en donnant du sens à ce qu'on fait, en fait, voilà, il peut y avoir des déceptions dans un premier temps, mais sur le long terme, je pense que ça déboule sur du positif. Et c'est vrai que souvent dans l'entreprise, un manque de courage, en fait, on se rend compte que ça fait effet papillon et on se revoit 6 mois après, on n'a pas expliqué les choses, on n'a pas fait les choses telles que pour le bien-être de l'entreprise et des collaborateurs, et puis on va dans le mur en fait. Donc il faut pas avoir peur d'expliquer les choses, d'expliquer les situations comme elles sont, parce que parfois elles sont difficiles, mais voilà, assumer le courage de dire les choses. Je reviens sur ce succès où Ouais. on voit que tu as fait preuve de courage, d'empathie. J'essaye. Tu as essayé, mais en tout cas, manifestement, tu avais réussi à déployer ces forces. Je me demandais, est-ce que tu gardes contact avec ces anciennes équipes, avec les personnes avec lesquelles tu as eu des projets peut-être difficiles? Alors je garde pas contact avec l'ensemble de l'équipe, mais effectivement
dans les difficultés, on retrouve des piliers sur lesquels on s'appuie aussi dans la mise en place de ces projets. Moi, je crois vraiment à l'équipe. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je dis faire preuve de courage et donner du sens, je peux donner l'impulsion, mais si derrière j'ai pas les relais managériaux, je fais rien tout seul. Donc, il y a eu effectivement des managers qui ont été, typiquement, pour parler de Isabelle, qui était le manager du service client. Si elle n'avait pas été là, il se serait rien passé. Et donc Isabelle, oui, j'ai toujours contact avec elle, je la vois régulièrement parce que c'est vrai que aussi dans ces moments-là, ça resserre les liens qu'on peut avoir avec son équipe. Est-ce qu'on peut donc revenir, t'as dévoilé que tu avais travaillé très longtemps à la Française des Jeux. Très longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu faisais et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce secteur un peu qui me paraît un peu secret des jeux, du fonctionnement, de tout cet argent qui s'amasse et qui repart, etc. Comment est-ce qu'on garde une certaine éthique? Comment est-ce qu'on est responsable de ce qu'on promet et propose aux autres? Ouais. Alors oui, effectivement, pour la petite histoire, j'ai donc passé près de 18 ans à la Française des Jeux avec de nombreux rôles, parce que je pense que je suis pas loin de détenir le record de mobilité au sein de la Française des Jeux. J'ai été chef de projet, j'ai fait à peu près tous les postes de marketing, du marketing du point de vente, du marketing produit beaucoup, parce que l'entreprise Française des Jeux, c'est quand même une entreprise très axée produit, du marketing client et en fait du marketing digital et client. Mon dernier rôle au sein de la Française des Jeux, j'étais responsable du marketing digital et client, donc c'était tout ce qui tournait autour des clients du web. Pour la petite histoire, j'ai rencontré donc mon épouse à la Française des Jeux qui était depuis 7 ans et je lui ai dit mais comment t'as pu rester aussi longtemps dans cette entreprise? Donc elle me l'a rappelé assez souvent entre ma 7e et ma 18e année. Mais en fait, je pense que la plus grande richesse de la Française des Jeux, je pense que c'est la qualité de ses collaborateurs. Je pense que si je suis resté aussi longtemps, il y avait évidemment ce qui me nourrissait au quotidien d'un point de vue vraiment professionnel, mais plus que ça encore, il y avait sans doute la relation que j'avais avec les collaborateurs de la Française des Jeux et l'équilibre du coup qu'il y avait entre ces deux points. Parce que la Française des Jeux, c'est effectivement une entreprise assez atypique, mais à plein de niveaux, de par son activité. Effectivement, le fait de commercialiser, d'être une entreprise de loterie en situation de monopole sur un marché et en concurrence sur celui des paris sportifs, sous tutelle de l'État, ça crée en fait, on ne connaît ça nulle part ailleurs. C'est une entreprise qui effectivement génère beaucoup d'argent. Il faut pas perdre de vue que quand même la majeure partie de l'argent collecté retourne aux joueurs. À un moment, pour que les joueurs continuent de jouer, il faut bien qu'ils gagnent de temps en temps. Mais vraiment, je me souviens c'est très juste quand je suis rentré à la Française des Jeux, je me souviens de ma mère qui était très inquiète que je puisse rentrer dans une entreprise de jeux d'argent, qui disait mais tu te rends compte par rapport aux valeurs qu'elle avait pu m'inculquer et autres. Et je lui dis écoute, on verra. Je veux dire, on verra. Et en fait, le job dans lequel on est aligné avec toutes les valeurs de l'entreprise, sauf à se le créer, mais sinon, je pense que c'est pas toujours le cas. Et en fait, j'ai vraiment découvert une entreprise où la qualité des hommes, ou le respect des joueurs aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise quand même où l'éthique est très important. Il y a une entité jeu responsable au sein de la Française des Jeux. Les gagnants, ils sont accompagnés après qu'ils aient gagné leur gain. Donc tout ça a contribué au fait que je me dise, bah oui, c'est une entreprise pas comme les autres, mais aussi bien en positif qu'avec ses différences par rapport au reste du marché, mais vraiment très attachante. Et alors, tu as changé effectivement beaucoup de fois, de nombreuses fois de poste. Mm. Pourquoi et comment et qu'est-ce qui t'a fait changer de poste au sein de l'entreprise plutôt que d'aller chercher un complètement nouveau défi ailleurs? Alors là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a très clairement le fait que à chaque fois, on m'a proposé des choses qui m'ont intéressé. C'est-à-dire que il y a eu des moments de vie où je me dis tiens, là, j'ai pas le coup d'après. J'aime bien avoir un petit coup d'avance quand même. Et là, j'ai pas le coup d'après, donc je vais peut-être commencer à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de Française des Jeux, de commencer à me dire tiens, faudrait que je regarde ce qui se passe sur le marché. Et à chaque fois, j'ai eu l'opportunité de rebondir en interne sur des missions qui m'ont intéressé, avec
Alors déjà pourquoi j'ai souhaité évoluer et rebondir sur d'autres missions, c'est que moi on a tous des cycles professionnels et moi j'ai des cycles professionnels grosso modo aux alentours de 3-4 ans dans un poste. J'ai fait un peu le tour du poste. On peut continuer à explorer et à donner sur le poste, mais voilà, en général au bout de 3-4 ans j'aime bien voir autre chose et donc c'est tous les 3-4 ans en fait au sein de la Française. Le poste où je suis resté le plus longtemps c'est 4 ans et demi à la Française des Jeux. Donc j'ai eu cette opportunité en interne. Et après, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette notion d'équilibre entre mon activité professionnelle et l'entourage professionnel aussi. Je veux dire, et tant que cet équilibre était respecté et que j'avais l'impression de vraiment progresser et évoluer dans ce que je faisais au quotidien, bah voilà, je me suis retrouvé au bout de 18 ans me disant ah bah ouais, c'est super ce que j'ai. Et justement, au bout de 18 ans, je savais pas le coup d'après. Je dépendais d'une personne qui est au Comex, Cécile Lager. Ça faisait 4 ans que j'étais responsable du marketing client et digital. J'avais pas le coup d'après et dans cette optique-là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je pense à autre chose. Est-ce que tu l'annonçais quand tu sentais que tu n'avais pas le coup d'après, qu'il fallait autre chose pour te nourrir professionnellement, ou est-ce que c'est naturellement que tes managers pensaient à toi et te proposaient des choses? Je pense que j'ai eu les deux cas en fait. Je pense que quand moi je cherchais à l'extérieur, c'est que je l'avais pas en interne ce coup d'après. Et après, plusieurs fois, on est venu me chercher aussi sur des missions parce que justement, c'est arrivé au bon moment et on m'a proposé des choses en interne. L'avantage quand ça fait 18 ans qu'on est dans une boîte et la Française des Jeux, en fait, ça reste une grosse PME. Ça fait beaucoup d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est une grosse PME. Encore un peu plus maintenant que tout le réseau de vente a été réinternalisé, enfin la force de vente, mais à l'époque, c'était une grosse PME et donc on se connaît tous en fait au bout d'un certain temps. Donc quand on a envisagé quelqu'un sur un poste, quand on a un poste qui s'ouvre, et ben on fait rapidement le scan déjà en interne qui pourrait correspondre au poste et après on ouvre, on a des ouvertures de postes, le schéma classique des entreprises. Et donc oui, plusieurs fois j'ai eu l'opportunité où on est venu me chercher. Donc ça c'était plutôt sympa parce que c'est valorisant d'une part et puis ça permet de rebondir assez rapidement dans l'entreprise. Ouais. Si on abordait le sujet un peu digital et technologie, dans les deux dernières entreprises dans lesquelles tu as travaillé, l'essor du digital a, j'imagine, pas mal bouleversé le marché et l'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça a été vécu et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Oui, effectivement. De toute façon, je pense que peu de marchés aujourd'hui peuvent se résister au digital. Donc oui, la Française des Jeux, le virage du digital, il a été amorcé très rapidement, très tôt en fait, mais avec une résistance assez forte de la part des consommateurs qui aimaient toujours, parce que il y a quand même aussi le côté convivialité dans le jeu, qui aimaient toujours le jeu physique. Donc pendant de nombreuses années, le digital était là, on pouvait faire son loto en ligne, on pouvait acheter des jeux en ligne, mais la part du chiffre d'affaires qui était généré par le digital restait quand même assez faible. Et après, je pense qu'il y a un virage qui s'est opéré effectivement aux alentours de 2010, où la Française des Jeux a pris conscience qu'elle avait des clients. Et qu'un baromètre marché client annuel, c'était pas suffisant pour connaître ses clients et que en fait le meilleur moyen de connaître ses clients, c'était de s'appuyer sur les leviers digitaux, justement parce que là on allait voir effectivement où les clients étaient en France, on allait voir comment ils consommaient, y compris via quel device, et du coup la Française des Jeux a vraiment investi pour être présente sur l'ensemble des canaux de distribution digitaux et vraiment développer le marketing digital. Donc c'est un virage qui s'opère dans la durée, très objectivement. Il y a encore une grosse part du chiffre d'affaires qui est effectué en point de vente. Je sais pas les derniers chiffres, mais j'imagine qu'il n'y a pas eu un virage sur soi-même. Mais c'est vraiment une digitalisation des usages aussi. Ce que je veux dire, c'est que au sein de la Française des Jeux, ce qu'on avait mis en place, c'est qu'on avait la possibilité de préparer son loto sur son device mobile et de valider sa grille en point de vente. Donc ça, au-delà même du digital, en fait, enfin le digital, c'est un moyen pour moi. Ce qui est vraiment en face, c'est vraiment les usages du client. Donc c'est vraiment le client, le consommateur qui a fait évoluer ses modes de consommation et donc il faut suivre, il faut être même en avance sur ces évolutions. Est-ce que la Française des Jeux a pensé à un moment donné adapter son business model et peut-être aussi créer une nouvelle, entreprise à côté
sur un nouveau marché. Je pense, je sais pas, au poker en ligne, qui est une sorte de jeu en ligne, en réseau. Et puis les jeux en réseau, est-ce que la Française des Jeux a pensé se positionner aussi là-dessus? La Française des Jeux, en fait, avait fait une JV avec les casinos Barrières, et il y avait une entreprise de poker en ligne. En fait, le marché du poker, au moment de l'ouverture du marché, tout le monde voyait ça comme étant l'Eldorado, et en fait, le marché était pas si porteur que ça. Il y a eu énormément de personnes d'entreprises qui sont restées sur le bord de la route. En revanche, il y a toujours des jeux. Il y a un bingo, par exemple, en ligne. Donc, il y a un jeu communautaire parce qu'il y a un chat, une fenêtre de chat à côté du bingo. Donc, il y a des gens qui communiquent entre eux via le digital. Mais voilà, non, le poker, ça a périclité il y a quelques années déjà. Et puis pour revenir sur quand même mon expérience actuelle sur le digital au sein des Échos, Le Parisien, là aussi on a des modes de consommation qui ont complètement évolué. L'information aujourd'hui, elle est disponible à nombreux endroits, et donc il faut s'appuyer sur tous les canaux de diffusion de l'information. Les Échos aujourd'hui, c'est en 2018, en avril 2018, qu'on a eu plus d'abonnés digitaux que d'abonnés papier. Donc là, on a Comment ? C'est très récent. C'est très récent. Ouais, le virage vient de s'opérer. On a 45 000 abonnés digitaux et un peu moins d'abonnés papier. Donc ça y est, on a fait la bascule. La difficulté de tous les titres de presse, c'est que en général, on vend un abonnement digital moins cher qu'un abonnement print. Donc il y a une perte de valeur qui s'opère avec ce virage. Donc il faut compenser cette perte de valeur soit par du volume, soit par un enrichissement de l'abonnement digital qu'on vend plus cher. Et donc c'est bien toutes les problématiques auxquelles on est confronté, tout en étant présent sur tous les devices. Je donne un autre exemple, c'est que quand je dis qu'il faut être aussi en avance sur les usages, c'est que là on a un bon exemple. Le podcast, c'est marrant parce que le podcast, ça existe quand même depuis nombreuses années. Je me souviens de mon premier iPod sur lequel j'écoutais des podcasts. Et là, il y a un phénomène vraiment de renaissance du podcast, où c'est un mode d'usage, de consommation de l'information qui revient vraiment fort. Le podcast, la vidéo. Donc évidemment, des entreprises comme Les Échos et Le Parisien, on est présent sur tous ces modes d'information, de diffusion de l'information, et y compris d'ailleurs sur les assistants vocaux. On a développé une application Google Home, on est présent sur Alexa avec l'ensemble des titres. Et typiquement, ce genre d'initiative, de projet, dans ton équipe, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui a les antennes suffisamment déployées pour dire, pour la presse papier, attention, le son, l'audio va être important, les assistants vocaux vont prendre potentiellement de l'ampleur, il faut qu'on se positionne. Est-ce que c'est en interne? Est-ce que vous avez un laboratoire de recherche? Non, alors on a pas de laboratoire de recherche. Donc on s'appuie vraiment sur les collaborateurs, sur évidemment les journalistes qui sont des très bonnes antennes, parce que les journalistes ils sont tout le temps en train d'aller chercher l'actualité, donc ils voient bien les usages et l'évolution des usages. Donc non, c'est vraiment de l'interne, et j'allais dire tout le monde en interne. C'est-à-dire que dans ce travail collaboratif, quand je disais jouer l'équipe, si on détecte par exemple des nouveaux usages qui commencent à être de plus en plus réguliers, là c'est des choses qui peuvent remonter très vite. On a des organisations assez courtes, donc en fait on a des décisions rapides aussi. Donc ça c'est hyper intéressant et hyper appréciable dans le fonctionnement. C'est que si on a un collaborateur qui arrive avec vraiment la bonne idée, il peut repartir avec une réponse très très vite. Et est-ce que vous avez le droit à l'échec? Bien sûr. On a le droit à l'échec. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tout le monde a le droit de se planter, mais vite. En fait, l'idée, c'est que je pense que le gros piège de l'échec dans beaucoup d'entreprises, c'est au contraire, c'est de persister dans l'échec. C'est de dire non, mais jusque-là, tout va bien. Mais non, en fait, c'est la chute, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, moi, je pense qu'il faut, oui, mais les échecs, il faut les assumer, et il faut en tirer les conséquences, mais il faut vite passer à autre chose. Il faut pas s'enfermer dans son échec et essayer de redresser la barre. Après, ça va pas avec l'ensemble des produits. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, un produit digital, c'est un produit sur lequel on va itérer. Je pense qu'il faut pas chercher la chimère et attendre 25 ans que le projet soit mature pour le sortir. Il faut sortir son projet dès que les contours sont bien définis et qu'on a quelque chose de propre, quand même, mais le faire évoluer. L'évolution du produit, elle est primordiale.
Là où j'ai plus de doutes et de retenue, ça va être justement sur un produit. C'est-à-dire qu'on va pas, si on se plante sur une nouvelle maquette des Échos, c'est compliqué de corriger le tir. Donc là, il faut être sûr, il faut avoir. C'est pour ça qu'il y a des études, c'est pour ça que on rencontre les consommateurs, les lecteurs du journal. Mais voilà, on a deux types de fonctionnement qui pour moi sont différents. Dans certains cas, l'échec, il faut quand même tout border pour essayer de limiter l'échec avant la sortie d'un produit sur lequel on aura beaucoup investi. Et dans d'autres, il faut sortir son produit, itérer dessus. Et s'il y a des échecs, il faut corriger très vite. Il faut pas s'enfermer dans son échec. Mais oui, je te confirme, on a le droit à l'échec. Et c'est ce que je dis à mon équipe régulièrement. Et peut-être que c'est par les échecs que les meilleurs projets finissent par sortir. Ouais, et puis l'échec favorise la créativité. C'est-à-dire que si on dit qu'on n'a pas le droit à l'échec, tout le monde va rester campé sur ses positions et jamais personne va proposer quelque chose d'intéressant. Et c'est en lien avec la confiance aussi, j'imagine. Oui. Après, je ne te cache pas qu'on a une réalité économique. Si on enchaîne les échecs, au bout d'un moment, ça va commencer à piquer un peu. Mais oui, ça va évidemment avec la confiance dans le fait que et dans le travailler différemment aussi. C'est-à-dire que dans le style managérial, ça veut dire accepter que les idées sont partout et peuvent venir de partout. Donc effectivement, c'est un amalgame entre confiance, participation et engagement des collaborateurs. Je me suis replongé en préparant notre entretien sur LinkedIn et j'ai vu en dessous de tes expériences professionnelles un hobby un peu particulier, mais en même temps assez long et manifestement qui montre pas mal de persévérance, c'est les maraudes. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ? Alors, je vais te raconter ce que j'ai fait, puis je vais aussi te raconter d'où c'est parti. Parce que c'est assez intéressant aussi pour les entreprises. Les maraudes, en fait, c'est parti dans les années 2000 d'une jeune femme à la Française des Jeux qui s'appelle Christelle Vogue et qui disait la raison d'être de la Française des Jeux, c'était de venir en aide aux gueules cassées et aux ailes brisées, donc les blessés de la phase de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et elle disait, ce qui serait bien, c'est qu'on retrouve un peu ce rôle social, sociétal, mais que ce soit pas l'entreprise qui l'est, parce que l'entreprise, elle l'a, hein, la Française des Jeux, elle finance énormément le sport, par exemple, en France, elle donne énormément pour le sport, mais que ce soit les collaborateurs qui donnent ce sens-là et qu'on s'appuie sur les collaborateurs. Et elle avait monté un truc qui s'appelait le réseau de solidarité, je m'en souviens, en interne, et du coup, il y avait des associations qui candidataient pour dire, nous, on a besoin de collaborateurs, on a besoin de bénévoles, et donc, les collaborateurs disent tiens, cette association elle m'intéresse, moi je voudrais y aller, et ainsi de suite. Donc c'est parti de là. Je ne te cache pas que le réseau de solidarité de la Française des Jeux a un peu périclité depuis, mais voilà, l'input il était là. C'est là où toi tu t'es embarqué. Et c'est là où moi je me suis embarqué à faire mes premières maraudes, parce que c'est vrai que j'ai quand même grandi dans ce sens où c'est bien de faire un peu des choses pour les autres. On a la chance d'avoir la vie qu'on a, donc si on peut se dégager un peu de temps pour les autres, tant mieux. Et après chacun fait avec ses moyens et avec sa sensibilité. Et donc j'ai tenté les maraudes. Et en fait, ça correspondait assez bien à ma sensibilité justement et à mon emploi du temps, parce qu'en fait, le fait que ça soit en soirée, c'est quand même aussi assez pratique. Et donc j'ai commencé à tourner avec des personnes de l'association de l'Ordre de Malte à faire des tournées de maraude de SAMU social. Et puis assez rapidement, j'ai eu des collaborateurs de la Française des Jeux qui disaient mais moi les maraudes ça m'intéresse, mais bon ça serait quand même plus sympa qu'on tourne entre nous. Et donc j'ai proposé à l'Ordre de Malte qui maintenant me connaissait bien parce que ça devait faire 2 ans que je maraudais, d'encadrer en fait une équipe. Donc j'étais devenu chef de bord, j'avais pris du galon et donc j'encadrais une équipe et en fait j'allais chercher les collaborateurs qui allaient staffer l'équipe au sein de la Française des Jeux. Voilà, donc ça c'est vraiment pour qu'est-ce qui a initié le fait que je maraude. Et en fait les maraudes, c'est difficile parce que c'est quand même une tranche de la population qui est quand même laissée à l'oubli. On peut passer tous les jours devant des SDF sans savoir ce qu'il en est. Et c'est des situations où en fait on peut être confronté à l'urgence vraiment physique, sociale. On a des situations assez complexes parfois relevées. Et ce que je trouve important dans la maraude, c'est vraiment, c'est
prendre soin des personnes qui y a autour de soi en fait. Alors ça passe par différentes choses, ça passe par une petite soupe. En général, lors d'une maraude, on distribue un peu de soupe, mais c'est aussi discuter. Et on se rend compte que quand on va voir certains SDF, c'est la première personne à qui ils parlent de la journée, alors quand on passe les voir à 22h le soir. Donc la maraude, oui, c'est important pour moi. Ça fait donc maintenant 18 ans que je tourne. Maintenant, j'ai pris encore plus de galons parce que je coordonne les maraudes du sémisocial sur le sud des Hauts-de-Seine. C'est quelle fréquence? Ça t'implique, ça te demande quel investissement? Alors il est variable parce que en fait il y a des tournées quasiment chaque soir et après moi je fais des plannings et donc je peux tourner 1 à 2 fois par mois et après il y a les plans grand froid où je vais tourner un peu plus et puis après il y a les réunions de coordination qui sont plus la partie administrative. Donc en fait l'investissement temps il est pas délirant et comme tout le monde il y a des soirs où ça me barbe d'y aller où en fin d'année je dis bon l'année prochaine je laisse tomber et en fait comme je pense besoin même pour moi parce que ça me renvoie beaucoup de positif les maraudes et je pense que on donne beaucoup mais on reçoit énormément dans ces échanges là et ben en fait chaque année je me dis bon bah en fait non j'ai pas trouvé mieux enfin j'ai pas beaucoup cherché et je vais me rembarquer pour 1 an donc voilà on en est à 18 ans donc tout ça pour dire que oui, on tourne en équipe très régulièrement, que la rue a beaucoup changé en 18 ans. J'avais vraiment, je me souviens quand j'ai commencé à tourner, j'avais les clochards, mais l'image d'Épinal du clochard qui était retraité, ouvrier retraité ou qui avait été un peu porté sur la bouteille. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations d'urgence avec des familles, avec des enfants dans la rue et voilà, la rue a énormément changé quand même. Et il y a aussi plus de monde dans la rue. Donc parfois on se sent assez démuni. Il m'arrive de rentrer chez moi après une tournée, je rentre vers 1h du matin parce que je trouve ça pas forcément très pertinent de réveiller quelqu'un pour savoir s'il veut discuter et s'il veut une soupe alors que ça se trouve il a dîné et qu'il dort profondément, donc ça fait plus qu'autre chose. Donc parfois je rentre chez moi en disant avec le sentiment vraiment du devoir un peu inachevé. Et à la fois, je me dis qu'on a apporté, j'espère, un peu de réconfort à ces personnes-là dans leur quotidien. Et encore une fois, pour certains, c'est le seul contact social qu'ils peuvent avoir avec le reste de la société. Qu'est-ce que tu donnes de toi et qu'est-ce que tu reçois? Ce que je donne de moi, déjà, c'est du temps. Et le temps, c'est une valeur précieuse aujourd'hui. On sait que on est tous des vies de malades et que donner du temps, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi une vie de famille, donc voilà, c'est un arbitrage que de donner du temps aux autres et de l'écoute. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de parler, mais il y a des personnes, ça arrive régulièrement. J'ai en tête récemment un jeune qui en fait ça me fait plaisir de vous parler. Il voulait pas de soupe, il voulait pas manger, enfin tout allait bien de ce côté-là. Il voulait pas de duvet alors qu'il était quand même dans des conditions assez précaires, mais ce qu'il voulait c'était parler. Et donc on est resté avec lui 1/2 heure à discuter. Donc on donne beaucoup dans cet échange parce que voilà, il faut alimenter l'échange, il faut l'écouter, il faut aussi essayer de donner dans cette écoute de valoriser un petit peu quand même les propos. Enfin, j'ai souvenir de jeunes qui avaient écrit une chanson, donc qui nous chantaient sa chanson. Bon bah voilà, il faut vraiment avoir de l'enthousiasme autour de ça, du positivisme. Et ce que je reçois aussi c'est des personnes qui n'ont plus rien en fait. Donc je reçois ce qu'ils ont sans doute de plus précieux à donner, c'est justement cet échange, c'est la relation humaine. Et quand t'as plus rien dans cette relation humaine, bah du coup elle est franche, il y a aucun superficiel, aucun apparat autour de ça, et donc on a des discussions qui sont parfois très franches. Donc et puis ça apprend beaucoup sur soi aussi de faire ce genre de choses, de ce petit ascenseur social quand on rentre chez soi dans son petit confort, de se dire bah en fait voilà, dans la rue on se sent tous très forts aujourd'hui, et dans la rue il y a des personnes qui se sentaient très fortes hier, et donc ça permet d'apprendre et d'être assez humble par rapport à la situation qu'on a au quotidien. J'imagine effectivement que ça doit être parfois difficile. Ouais. Et puis tu as un métier prenant. Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps et comment est-ce que tu te ressources, te relaxes, décompresses? Est-ce que tu as des techniques à partager? Alors, est-ce que j'ai des techniques à partager? Alors,
Déjà, j'ai une grande chance parce que ça, je pense que c'est un peu de l'inné. Je pense pas que ça soit de l'acquis. C'est que j'ai une capacité à fermer la porte du bureau quand j'arrive chez moi assez importante. Je veux pas dire qu'elle est à 100%. Hein, il m'arrive, comme tout le monde, parfois d'être un peu prise de tête sur le boulot et de pas très bien dormir. Mais globalement, quand j'arrive chez moi, j'arrive à laisser le boulot derrière moi et ça me semble important en fait pour être performant le lendemain. Et franchement, je le décide pas. Je considère vraiment que j'ai la chance d'être comme ça. Et après, très honnêtement, c'est vrai que ça soit ma vie de famille ou mes amis sont importants et contribuent largement au relâchement que je peux avoir. Ouais, ça c'est clair. On va arriver à la fin de notre entretien. Ouais. Quelle est ta définition des compétences comportementales, des soft skills ? Pour moi, les soft skills tournent de toute manière autour de l'humain, évidemment. Et derrière l'humain, je mets tout ce qui peut être interaction humaine. Et donc, là aussi, je pense qu'on a tous ces soft skills en nous. Il y a vraiment une part d'inné et après libre à nous à chacun d'aller travailler il y a des caractères évidemment, hein. On n'a pas tous le même niveau déjà de manière innée sur chacune de ces soft skills, mais je pense que il y a des postures, il y a des volontés de faire grandir certaines soft skills. Ça peut être par le biais du management et de sa vie au travail, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au SAMU social. Donc pour moi, ma définition, c'est vraiment, ça va être les atouts en fait qui vont nous aider dans la relation humaine et pour moi, de fait, dans la relation professionnelle derrière. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement pour la suite ? Écoute, c'est encore très récent mon arrivée aux Échos. On peut souhaiter que aux Échos et aux Parisiens encore plus récemment, parce que j'ai travaillé un peu plus tard sur le Parisien. On peut me souhaiter que tout aille bien et qu'on vende beaucoup de journaux, mais de journaux et d'abonnements print ou digitaux. Non, tout va bien pour le moment et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Étienne. Je t'en prie. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.